à tous, ici Chloé Lemont pour l'émission cette semaine dans Dautré. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, dernière semaine avant les élections fédérales, donc beaucoup d'actions politiques encore cette semaine. On commence avec un rendez-vous des candidats fédéraux qui s'est tenu à Yamachiche le 9 septembre dernier. Donc, voici donc quelques extraits de cet événement. Toujours du côté des élections fédérales, le débat des candidats a eu lieu le 14 septembre du côté de Saint-Norbert. Donc, on vous présente également quelques extraits de ce débat. Yves Perron, député sortant et candidat pour le Bloc québécois, a tenu une conférence de presse du côté de Saint-Gabriel pour dénoncer l'abandon des producteurs agricoles par le gouvernement. Dans le cadre des élections fédérales, nous avons rencontré Geneviève Sénécal, qui est candidate pour le Parti populaire du Canada dans la circonscription de Berthier-Maskinongé. Toujours dans le cadre des élections fédérales, nous avons aussi rencontré Dany Légaré, qui représente Stephen Lamirande, candidat pour le Parti Marijuana. Bonne émission à vous! Je veux prendre un moment pour remercier tout le monde, tous les candidats aussi de leur participation aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose. Il faut avoir le courage de se présenter, avoir face sur les pancartes, mais aussi présenter et participer au débat. Donc, merci. Moi, je me lance encore en politique parce que j'ai le goût d'être votre voix à la Chambre des communes. J'étais connue pour être une députée de terrain, une femme d'action, une femme honnête, authentique, quelqu'un qui travaille avec des gens, peu importe leur couleur politique. Je suis la première personne qui va dire à quelqu'un d'autre, « Maudit, vous avez eu une bonne idée », parce que je veux faire avancer les choses. Moi, je m'engage à travailler avec tout le monde dans la MRC de Maskinongé, dans la MRC de Dautré et les 3 municipalités qu'on a dans Matawini, parce que le comté de Berthier-Maskinongé est immense. J'ai une expérience en tant que parlementaire. J'ai eu l'honneur de servir les gens pendant 8 ans à la Chambre des communes, agriculture, whip, leader parlementaire, mais aussi j'ai l'expérience comme femme en agriculture et quelqu'un qui a travaillé dans une petite entreprise. Donc, j'espère que je peux compter sur vous le 20 septembre. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Maintenant, Mme Ruth-Hélène Brosseau, merci beaucoup. Et c'est à Laurence Requilé, maintenant du Parti vert, d'y aller de son mot de la fin. Bien, je veux dire merci à vous d'être là, aux candidats qui sont à mes côtés, puis à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si j'ai bien compris. Puis moi, je veux vous dire aussi, bien, allez voter, parce que ici, c'est pas obligatoire. En Belgique, ça l'est, mais je trouve que c'est le moment où, justement, on peut faire entendre sa voix, donc c'est vraiment important. J'espère vous avoir convaincu, même si les 60, 45 et 90 secondes, c'est vraiment très court pour essayer de synthétiser les idées, alors que parfois, on a beaucoup de choses à dire, ou qu'on a des idées, justement, comme Ruth disait, bien, en écoutant ce que les gens ont à nous dire, on peut justement porter les idées. Je n'ai jamais été députée, j'ai pas eu cet honneur-là ni cette chance-là, mais je peux vous dire que je suis quelqu'un qui travaille très fort, qui a beaucoup d'idées, qui, je pense, a les valeurs, pas juste environnementales, mais bref. Puis, ben, ça me ferait très plaisir de vous représenter aussi. Donc, ben, merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci, Mme Requilé. Oui, mesdames, messieurs. Jean de Berthier-Maskinongé. Tout indique que le prochain gouvernement sera dirigé par le conservateur du Canada. Assurons-nous que notre comté obtienne sa juste part. Il est temps d'agir pour Berthier-Maskinongé. Lundi prochain, votons pour Léo Soulière, le seul candidat qui peut nous assurer d'être attendu au Parlement. Merci. Alors, moi, je vais commencer aussi en remerciant mes collègues et les gens qui sont ici, les organisateurs, pour le ton cordial que ça a eu. Je vais remercier aussi les gens de Berthier-Maskinongé pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Il y aura bientôt 2 ans. Et ce que j'ai à vous offrir, Jean de Berthier-Maskinongé, ce n'est pas d'aller m'asseoir en arrière-banquette d'un parti au gouvernement. Donc, je ne peux pas vous offrir de prendre le pouvoir, mais je peux vous offrir d'avoir du pouvoir. Et dans les 20 derniers mois, je pense qu'on a fait la démonstration au Bloc québécois que notre force est importante. Rappelez-vous les années précédentes où le parti n'était pas reconnu, tout ce qu'on a perdu. Et dans les 20 derniers mois, on a défendu notre langue française, on a fait reconnaître ça, on a fait voter ça au Parlement fédéral, c'est un exploit. On a défendu notre laïcité. On a défendu l'aluminium dans l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et c'est tellement bon ce qu'on a proposé que même les États-Unis l'ont voté. Il faut quand même le faire. Alors, vous avez devant vous un gars disponible qui veut continuer à travailler. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce débat. Je souhaite, d'entrée de jeu, remercier évidemment la Chambre de commerce pour l'invitation. Très heureux de me trouver dans ce magnifique site qu'est l'espace Jean-Pierre Ferland. Je souhaite aussi à mes collègues qui se retrouvent avec nous
les 4 collègues en plus, c'est une bonne nouvelle. Alors, bon débat à tous. Écoutez, depuis les 20 derniers mois, je suis en poste à titre de député. On a travaillé vraiment très, très, très fort. On a, pendant la pandémie, vous savez qu'on a été ouvert 7 jours sur 7 au bureau. On a reçu les gens, on s'est occupé d'eux. On a aidé beaucoup de rapatriements et au-delà de ça, on a obtenu des gains. Entre autres, le transfert des sommes pour le déploiement d'Internet. Bien sûr, la question n'est pas réglée, mais il faut se rappeler que le gouvernement fédéral avait un programme 2026 échéancier. En transférant les sommes à Québec, l'échéancier maintenant est la fin 2022. Donc ça, c'est un gros gain. D'ici un an, on devrait avoir des grosses transformations à ce niveau-là dans la circonscription. Il y a aussi, évidemment, on a obtenu un engagement formel dans le budget pour les victimes d'apérotypes, plus dans la partie mauricienne. On travaille vraiment fort pour les gens, avec les gens. On est présent. Le Bloc québécois a démontré depuis les 20 derniers mois aussi sa pertinence à la Chambre des communes. Vous avez vu le Québec fièrement représenté, notre langue, notre culture fièrement représentée. En début de mandat, on a réussi à bloquer le financement de la contestation de notre loi sur la laïcité par la Commission scolaire English Montréal. On a réussi aussi dans les négociations internationales de la CEUM, donc de l'accord avec les États-Unis et le Mexique, à protéger l'aluminium. Il n'y a personne qui avait vu cette faille-là. C'est notre équipe de recherche qui a découvert l'affaire. On a fait une proposition d'une note d'entente, et ce qu'on a proposé, tellement pertinent, a quand même été adopté par Washington. Le travail du Bloc québécois, c'est ça, pour le Québec, toujours et tout le temps. Merci. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, je suis moins connu que les acteurs de la côté. Les Hauts-Rivières, le Berthier. J'ai fait de la politique provinciale. J'ai été conseiller municipal, j'ai fait 3 termes à Sainte-Geneviève de Berthier. Je remercie la Chambre de commerce pour ce qui nous convie ici. C'est une belle expérience. Et c'est une belle opportunité de connaître tout le monde. Puis je veux aussi remercier tous les partenaires qu'on a ici, là, qui ont des industries, qui se battent pour avoir du personnel. C'est pas évident de nos jours. Des compagnies, des business avec les membres de c'est pas tout à fait facile. Moi, c'est sûr que je suis un gars de terrain, plus j'ai tout le temps été un gars de terrain, tout le temps travaillé pour les municipalités. J'ai fait beaucoup de bénévolat. C'est sûr que mais je suis occupé aussi des sentiers de Montauban. J'ai tout été impliqué dans mon communauté. J'espère pour l'avenir que la pandémie, surtout qu'on est en élection, la plupart des personnes n'ont pas voulu en élection. Je pense que ce n'était pas le moment important pour déclencher des élections. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect pour les citoyens, pour le monde, d'être en élection présentement. J'espère que la pandémie va pouvoir se régler le plus vite possible et que tout le monde travaille, tous les paquets de gouvernement travaillent ensemble pour trouver des moyens pour être plus efficaces pour régler la pandémie. L'économie, c'est très important, notre économie est présentement en veille, comme on pourrait dire. Ce serait important que tout le monde travaille ensemble, toutes les parties véhicules. Il faut arrêter de se diviser les provinces, diviser les... Merci. Merci à tout le monde pour leur présence aujourd'hui. Je vais prendre un moment pour remercier l'organisation de la Chambre de commerce. C'est un exercice démocratique important. Ça nous permet de rencontrer les candidats, nous entendre sur leur vision, les propositions. Donc, merci. Je vais prendre un moment pour remercier aussi les entrepreneurs. Tout le monde dans la salle aujourd'hui pour votre résilience pendant la pandémie, votre créativité. Vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Merci. Donc, moi, je me présente en politique. J'ai le goût de faire de la politique et trouver des solutions concrètes pour améliorer la vie des gens de chez nous. Expérience en politique, j'ai eu l'honneur de servir les gens de Berthier-Mascoulonger à la Chambre des communes pendant 2 mandats, où j'étais porte-parole en agriculture, WIP, qui est comme le moment n'est pas de tous les députés, mais un rôle super important aussi, c'est de leader parlementaire, des questions stratégiques. Je suis connue pour être une femme de terrain, accessible, disponible. Et aussi, je veux prendre un moment pour remercier M. Perron pour votre travail aussi pendant la pandémie. Chapeau à l'équipe de M. Perron. Je sais c'est quoi avoir des bureaux dans le comté, traiter des dossiers. Des
fois, c'est vraiment pas évident. Donc, je vous remercie pour votre travail, sincère, et la différence que vous avez faite pendant 8 mois. Pour moi, il y a des défis qui sont grands. On peut parler du crise climatique, on peut parler de la pénurie de la main-d'œuvre. Moi, je vais travailler avec les maires, les maires, les entreprises chez nous pour trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité des gens de chez nous. Donc, merci à tout le monde et félicitations à tous les candidats. C'est quelque chose, votre nom de l'avant, participer au débat, et c'est vraiment important. Donc, je remercie tout le monde présent aujourd'hui, mes confrères et consoeurs. Donc, merci. Bon débat à tous. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très enchantée d'être parmi vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, donc je suis Laurence Reculé et je suis la candidate pour le Parti vert. Puis je tiens sincèrement à remercier la Chambre de commerce de me permettre d'être là parce que je sais qu'ils ont travaillé fort pour que je sois. Et surtout, M. Caron, puis Ruth Hélène, je pense à 9h du soir, elle faisait des appels pour me permettre d'être là. Donc merci infiniment, ça me touche vraiment. Merci. Puis c'est ça, je ne suis pas venue souvent ici à Saint-Lambert, puis j'ai écrit à mon papa qui est en Belgique, en tout cas, je suis originaire de la Belgique, mes parents sont toujours là-bas, puis je lui ai écrit parce que mon papa s'appelle Lambert. Puis j'ai dit, tu sais papa, mon débat aujourd'hui, c'est à Saint-Lambert. Puis quand je vois l'église, je me dis, waouh, c'est vraiment beau, puis vraiment félicitations à la municipalité de travailler pour conserver le patrimoine comme ça. Je vais vous parler un petit peu de moi, parce que comme je disais, vous ne me connaissez sûrement pas. Moi, j'habite à Saint-Paulin depuis 12 ans à peu près. J'ai été conseillère municipale là-bas pendant 7 ans. Donc, le municipal, c'est quelque chose que je connais un petit peu quand même. Pourquoi être ici devant vous aujourd'hui? Je suis quelqu'un de très occupé cet été. C'était comme pas le bon moment pour me présenter, mais quand on m'a dit, il n'y a personne pour le Parti vert, j'ai dit, OK, j'y vais parce que j'ai pas le choix. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cet été, justement l'inondation en Europe, les incendies dans l'Ouest, en tout cas, je pense que les canicules ici, je pense que me connaissant avec les valeurs que j'ai, c'était de mon devoir d'être là ici aujourd'hui. J'ai des jeunes enfants, puis je la regarde aller, puis je me dis qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que oui, on a eu toute la crise du COVID à traverser, malheureusement, qui n'est pas finie. Puis je suis travailleuse autonome, donc je comprends tout à fait ce que les entrepreneurs vivent. Là. Je veux dire, je pense que la résilience, c'est vraiment le mot qu'on va utiliser le plus pour le moment. Donc je me dis, voilà. Les transferts en santé, regardez, c'était clair et net. On va avoir des transferts de santé dans les provinces sans aucune condition. On ne veut pas gérer l'argent. Regardez, on va donner de l'argent. Les provinces sont assez intelligentes pour gérer le montant d'argent. Ensuite de ça, arrêtons de nous diviser, travaillons donc ensemble. Après le 20 septembre, là, quand l'élection va être finie, là, travaillons ensemble pour trouver du personnel, pour former du monde. Regardez, la division, ça n'a jamais été bon dans n'importe quelle chose. Je le sais, j'ai fait du syndicat. Puis quand on était divisé, là, on n'était pas fort. Mais si on travaille tout le monde ensemble, après le 20 septembre, on va être beaucoup plus fort. Il faut régler la pandémie aussi. Puis j'espère que M. Trudeau n'aurait pas déclenché une élection pour qu'on retourne en élection encore dans 6 mois ou 18 mois, comme 9 mois qu'on a déjà connus avec le Parti conservateur qui avait été élu. 9 mois après, on retourne en élection. Ça coûte 620 millions. Y avez-vous pensé? Est-ce qu'on est capable de prendre ces 620 millions-là et nourrir les personnes qui en ont besoin? Il y a tellement de monde qui ont besoin d'avoir de l'aide. Est-ce que c'est possible d'arrêter de nous chicaner, puis de prendre cet argent-là, puis de la donner aux bonnes personnes qui en ont vraiment besoin? Il faut travailler ensemble. Je vous le dis, là. Puis les personnes aînées, là, sont tout le temps laissées de côté. Regardez, aider les personnes aînées, il faut les aider, les personnes aînées, lui trouver des logements décents, faire des maisons à prix modique, des logements à prix modique qui seraient subventionnés par le gouvernement du Canada, puis pas les installer au bout du monde, regardez, être capable de faire des maisons qui sont dans leur classe, leur village. Le monde, là, bien souvent, ils sont pris pour déménager, puis ils sont venus au monde dans ces endroits-là, dans ces villages-là. Puis nous autres, on les prend, on les envoie à l'extérieur. Ça leur casse leur vie. Hein? Ça, c'est important.
nos aînés, nos enfants, pensez à tout le monde, pensez aussi à l'environnement. L'environnement, on dit tout le temps, OK, ça c'est le gouvernement qui faut s'occuper de ça. C'est tout à chacun de nous autres. Travaillons ensemble, je vous dis, moi. L'environnement, là, si tout le monde là, fait son petit bout de chemin, vous allez voir que ça va mieux aller. Je vous le dis, moi. Et arrêtons de nous diviser, travaillons ensemble. Je suis fatigué avec ça, travaillons ensemble. Mais dites-vous ça là, dans votre tête, vous allez voir que la société va beaucoup mieux aller. Avant ça, là, quand le voisin était mal pris, tout le monde se levait à aller aider le voisin. Mais je vous le dis, on va avoir une bien plus belle société, on va être beaucoup plus heureux. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, merci. Merci aux organisateurs, merci à ce lieu magnifique. Merci à mes collègues. Et effectivement, on est plusieurs à le remarquer qu'en débat, on va souvent s'entendre sur des choses qui font du sens. Et le travail d'équipe, moi je reprends certains éléments, là, le travailler ensemble, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien depuis que je suis en poste. Écoutez, depuis les 20 derniers mois, dans la circonscription, on a, je l'ai mentionné tantôt, là, en début de pandémie, on a gardé les lignes ouvertes 7 jours sur 7. On a aidé au rapatriement de plusieurs personnes. On a aidé aussi à sécuriser la situation financière de plusieurs personnes, alors que tout le monde, même le gouvernement canadien, semblait abandonner les gens parce que le Service Canada était fermé. C'était nous autres qui avons abandonné le Service Canada. On a aussi été constructifs dans cette pandémie-là. Les gens vont parfois dire « Ah, mais vous ne pouvez pas être au pouvoir. » Au Bloc québécois, on vous offre encore mieux, on vous offre du pouvoir. Le pouvoir de persuasion et de proposition. Je pense entre autres à la PCU, c'est nous qui avons insisté pour la rendre incitative au travail. Je pense entre autres à la subvention salariale, c'est notre proposition au départ, en rappelant au gouvernement que c'est bien beau de donner la PCU, puis c'était correct qu'il fallait le faire en début de crise, mais qu'il fallait aussi, de façon très urgente, maintenir le lien d'emploi entre l'employeur et l'employé. Ça, c'est des choses fondamentales qu'on a réussi à faire. Le transfert des sommes pour Internet à Québec, je sais, parfois ça peut paraître flou, mais il y a beaucoup de travail et d'intervention en Chambre des communes pour convaincre le gouvernement fédéral de ne pas, encore une fois, essayer d'arriver avec ses gros pieds fédéraux et dire « c'est moi qui possède la vérité, je vais faire mon propre programme échéancier 2026 ». Dans les autres provinces, là, c'est encore 2026. En fait, je pense qu'ils ont ramené 2025 récemment. C'est loin, ça. On a la chance d'avoir un programme au Québec 2022. Quand je vous dis que les décisions doivent être prises à la base, près des gens, c'est un bon exemple, ça. Les berges, bon, la pyrotite, je l'ai nommé tantôt, la couverture cellulaire, hein, je pense entre autres aux gens de Saint-Édouard, mais aussi un peu partout sur le territoire qui a une problématique importante. Ça prend un programme d'implantation qui va être dédié à ça, combler les trous cellulaires. On a travaillé d'arrache-pied, des contacts avec à peu près toutes les compagnies de télécommunications. Il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire, mais à un moment donné, quand c'est des petites zones peu habitées, il y a un enjeu de rentabilité quand on laisse ça dans les mains du privé. C'est pour ça que l'État doit intervenir. Mon Dieu, que c'est court, 3 minutes. J'ai aussi, écoutez, j'ai travaillé dans le dernier 20 mois, là, quand on parle de travailler ensemble, mon projet de loi pour la gestion de l'offre, tout le monde nous disait que c'était impossible qu'on le fasse. Mais on a réussi à rassembler les acteurs du milieu. Et c'est ça que je veux faire pour les berges, c'est ça que je veux faire pour le cellulaire aussi. Quand on a présenté notre vidéo avec tous les présidents, présidentes des fédérations canadiennes et québécoises, des gens de l'Alberta qui étaient dans la vidéo du gars du Bloc, c'est pas arrivé souvent ça. C'est ça rassembler pour faire passer nos projets. Merci de votre confiance. Bonjour à tous, Yves Perron, député sortant de Berthier-Masquinongé et candidat pour le Bloc québécois. J'ai commencé le travail dans les 20 derniers mois. On a été super disponible pour les gens. Ouvert 7 jours sur 7, on prenait les appels pendant la pandémie. On est proche du monde. On a réussi à avoir des gains importants pour les citoyennes et les citoyens de Berthier-Masquinongé, entre autres le transfert des sommes pour le déploiement Internet et un échéancier fin 2022. On a aussi servi beaucoup de citoyens dans la circonscription, plus de 1200 cas. On est très présent. J'ai soutenu les organismes communautaires, les marchés publics pour favoriser l'achat local. J'ai fait un travail colossal dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture, dans le domaine de mon dossier. Et je désire poursuivre le travail. Et pour ça, j'ai besoin que vous renouveliez la confiance que vous m'aviez donnée en 2019. On a besoin de vous le 20 septembre. On vote Bloc québécois. Mais merci. Puis je vais faire un petit pouce sur quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. C'est la deuxième fois qu'on
on fait un débat ensemble, puis à entendre toutes les idées, j'ai l'impression qu'on est quand même d'accord sur beaucoup de choses. Puis, je suis passée à Masquinongé, on se dit, on travaille vraiment bien ensemble, mais c'est malheureusement pas possible parce qu'on a un mode de scrutin qui ne le permet pas. Donc, je veux juste faire un petit pouce puis un petit clin d'œil pour dire, ben, ce serait le temps que les partis qui sont au pouvoir aillent de l'avant avec la réforme du mode de scrutin. Donc, ça, c'était mon petit point de vue. Je suis vraiment, en fait, enchantée d'avoir entendu de tous les sujets dont on a pu parler. Honnêtement, 30 secondes, 1 minute 30, c'est vraiment difficile, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très concise, mais il va falloir que j'apprenne. Je suis contente aussi de voir qu'on a pu parler beaucoup d'environnement parce que c'est, comme vous le savez, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment le vivre ensemble. Puis on a un petit peu abordé tout à l'heure avec les peuples autochtones. On a un petit peu parlé tout à l'heure des gens qui sont dans la rue et tout ça. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé des artistes. Je pense qu'on a vraiment... Il y a plein d'autres sujets qu'il va falloir qu'on parle. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé pour le moment, tout ce qui n'est pas fini, je pense qu'on a vraiment un gros travail de tissu social à recréer. Puis c'est vraiment un souhait que j'aimais aux autres parce que c'est sûr que je suis bien contente de voir que l'environnement va être bien représenté, peu importe le candidat qui va être élu. Mais j'espère aussi qu'on n'oubliera pas justement pas l'inclusion, mais tout à l'heure, le mot que je disais, une meilleure cohabitation entre nous. Puis ben voilà, je trouve que c'est vraiment important qu'on comprenne que l'environnement n'est pas à part des êtres humains. Nous, on fait vraiment partie intégrante de la nature et de l'environnement. Donc, il faut qu'on arrête de voir ça comme un problème. Il faut juste qu'on se dise, ben, si l'environnement va mieux, si tout va mieux, ben, nous autres, on va être en meilleure santé. On va avoir accès à une meilleure alimentation, on va être plus heureux, puis ben, c'est ça que je vous souhaite collectivement. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci aux candidats. C'était un bon débat, là. J'ai eu j'espère que ceux qui sont dans la salle, vous avez apprécié les discussions et ceux qui nous écoutent à partir de la maison. C'est un exercice important pour notre démocratie. Ça fait longtemps que je fais la politique, mais j'essaie de faire la politique autrement. Pour moi, c'est important de travailler avec les autres, peu importe leur couleur politique, pour trouver des solutions concrètes. Je vais être la première à dire, on a vu plusieurs candidats, je vais dire, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. T'sais, ça arrive souvent en élection, en débat, mais il faut que ça continue après. Si on veut que les choses changent, si on veut des résultats différents, il faut oser et faire des choses différents. Moi, j'ai l'expérience parlementaire pendant 8 ans en agriculture, porte-parole, leader parlementaire. Mais depuis 2 ans, j'ai une expérience plus côté agricole, parce que je suis agricultrice. Mais aussi, je sais comment ça a été difficile pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Je veux travailler avec vous pour trouver des solutions durables. Je sais qu'on est capable de trouver des solutions, mais il faut le faire tous ensemble. Il y a des choses qui relèvent d'une juridiction fédérale qui va atténuer à la pénurie, à la rareté, la main-d'œuvre. On peut avoir de l'immigration, des crédits pour inciter les retraités de revenir et rester avec nous un petit peu plus longtemps. Il ne faut pas les pénaliser. Le développement économique de notre région est super important, donc j'espère avoir la chance de collaborer avec vous tous pour trouver des solutions concrètes. Environnement, je suis contente qu'on ait la chance d'en parler souvent lors des débats de l'environnement. Il faut qu'on arrête les subventions, il faut qu'on investisse dans un futur, un développement plus durable, plus vert. On a des solutions, des propositions, puis j'espère que les partis politiques vont vraiment prendre ces enjeux au sérieux. La santé, on a quoi si on n'a pas notre santé? Donc, il faut que le gouvernement fédéral investisse plus dans les transferts provinciaux pour s'assurer qu'il y a une bonne couverture puis soins de santé pour tout le monde. Moi, je veux qu'on élargisse, mais depuis 2006, on a la déclaration à chaque fois. J'imagine qu'il y a personne dans la salle qui sait c'est quoi, c'est le respect,
c'est faire du fédéralisme asymétrique. Ça veut dire quoi? Travailler avec les provinces puis avoir le droit de retrait, comme on a vu dans le passé, avec plein de compensations. Donc, j'espère avoir votre confiance et porter votre voix à la Chambre des communes le 20 septembre. Je suis connue pour être une voix forte. Sinon, je vais continuer à travailler dans mon coin pour le développement économique et pour l'agriculture chez nous. Donc, merci. Ce que j'ai constaté depuis 20 mois, c'est qu'il y a beaucoup de belles paroles à Ottawa. Il y a beaucoup de belles paroles aussi quand on rencontre les groupes de producteurs agricoles, les gens de l'agroalimentaire. On leur dit qu'ils sont importants et ainsi de suite. Mais en bout de piste, le soutien n'est pas là. J'ai 2 exemples frappants à vous donner ce matin. On se trouve ici au vignoble Saint-Gabriel qui produit du vin biologique d'une très grande qualité, qui est de plus en plus reconnu d'ailleurs. Je les salue, je les remercie pour leur accueil. Et vous savez que dans les dernières semaines, on a annoncé que le gouvernement canadien avait décidé de cesser de financer la révision de la norme biologique. C'est une norme gouvernementale. Et là, on est en train de dire aux producteurs, bien, votre norme, vous allez devoir payer la révision. Il y a déjà un non-sens assez ahurissant dans le fait qu'un producteur agricole doive payer pour être certifié biologique, alors que plutôt on devrait soutenir les gens qui veulent être biologiques. Il faut pas oublier que la société désire ça. Les gens désirent avoir moins de produits chimiques, moins de pesticides, des produits de qualité, des produits locaux qui viennent de chez eux. Il faut qu'on soutienne nos producteurs plus adéquatement que ça. À l'inverse, au mois de juillet, on nous annonçait une augmentation de l'acceptation du taux de glyphosate dans les aliments au Canada et au Québec. C'est complètement inacceptable. Heureusement, on a réagi, on a bloqué cette décision-là, c'est reporté en juin 2022, mais il faudra être là en juin 2022 pour être vigilant. Donc, ça, c'est un non-sens total, là. L'agriculture biologique doit être soutenue davantage. D'ailleurs, les gens de l'UPA proposent un programme AgriVert et dans la vision qu'on veut mettre de l'avant pour le monde agricole dans les prochaines années au Bloc québécois, ça se décline sous 3 axes. D'abord, la souveraineté alimentaire, protéger notre approvisionnement, pas devenir autarcique, évidemment, on est une société qui exporte. On va continuer. Par contre, il faut améliorer notre transformation locale puis réduire le transport des aliments. Hein, la transformation régionale, c'est important. Il y a un non-sens de transporter du bétail sur des milliers de kilomètres vers l'abattage et revenir en quartier congelé dans des milliers de kilomètres dans le sens inverse au moment où le gouvernement se casse la tête pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut être cohérent, il faut soutenir notre monde. La deuxième coupure que je veux dénoncer ce matin, j'ai déjà commencé à le dénoncer au Parlement avant la fermeture de la législature, c'est la coupure au niveau du soutien du programme d'aide pour les travailleurs étrangers temporaires au niveau de la quarantaine. Vous savez que quand les quarantaines ont été décrétées obligatoires, c'était une bonne chose. Nous, on a toujours dit que les quarantaines devaient être de responsabilité fédérale. C'est la responsabilité du fédéral d'assurer les quarantaines, d'assurer la sécurité de ses citoyennes et ses citoyens. Donc, ils auraient dû prendre ça en charge. Alors, non seulement ils ont délesté ça vers les producteurs agricoles au départ, sans aucun soutien, mais en plus, on leur a promis, à un moment donné, au bout de pression, avec les pressions qu'on a faites, les pressions du monde agricole, on leur a dit, puis je vais vous citer la ministre Bibeau textuellement, vous allez avoir 1 500 $ par travailleur étranger temporaire, tant et aussi longtemps que les quarantaines seront obligatoires. Or, au mois de juin, on a réduit ça à 750 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer en quoi un travailleur arrivé le 20 juin coûte moins cher dans sa quarantaine qu'un travailleur arrivé au mois d'avril? J'aimerais ça qu'il m'explique. Et cette somme-là est tombée à 0 $ après le 31 août, donc au 1er septembre, récemment, là. Et ça passe un peu sous le radar. Pas grand monde qui en parle. J'étais le seul, d'ailleurs, on était la seule formation politique à réagir à ça au Parlement avant la fermeture. Mais c'est pas acceptable. On a déjà qu'on soutient très peu notre agriculture. Vous savez que l'agriculture aux États-Unis là, est soutenue 2 fois plus qu'au Canada. C'est du simple au double. Puis quand on regarde l'Europe, c'est encore pire. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on allume. On peut pas juste dire aux gens, vous êtes importants, on veut vous garder, vous êtes donc fin, puis de l'autre bord, ne jamais rien donner ou couper ou ne pas tenir les promesses. Moi, je suis fatigué de ça, puis on va se battre pour ça. On va se battre pour rétablir ça. Et l'autre enjeu qui va être important de travailler aussi, c'est l'étiquetage. Bien sûr, on va identifier les OGM, mais au-delà de ça, je veux insister beaucoup sur la provenance des aliments. Hein? La tomate là, qui vient du Mexique, là, qui est à l'épicerie à côté de notre tomate québécoise, là,
J'aimerais ça, moi, que ça soit écrit plus gros. Puis qu'on commence à considérer aussi l'empreinte écologique de ces aliments-là. Comment ça se fait qu'on demande à nos producteurs de payer une taxe carbone ou de participer à une bourse du carbone, ce qui est très correct. On ne remet pas ça en question, c'est parfait, là. Mais la tomate mexicaine, elle, qui a traversé le continent, imaginez-vous l'empreinte environnementale. À un moment donné, il faut avoir une vision globale de ça, puis il faut être cohérent, puis il faut protéger notre monde ici. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est la réciprocité des normes. Comment ça se fait qu'on laisse rentrer n'importe quoi? Et le changement, d'ailleurs, dans l'acceptation des pesticides, des fongicides, du glyphosate, je pense que c'était dans cet angle-là. Laisser rentrer n'importe quoi parce que nos producteurs ici ne veulent pas moins de normes. Au contraire, ils sont en train de travailler, encore aujourd'hui, au moment où je vous parle. Puis ça, je ne vous dis pas n'importe quoi, là. Vous savez de la façon dont je travaille. J'ai validé avec les gens du milieu, là. C'est quoi votre position? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est correct? Ils étaient tout à fait d'accord avec notre position de viser une élimination du glyphosate si c'est fait intelligemment avec soutien. Ça, c'est la variable qui est bien importante de garder. Donc, avec soutien. Puis, ce qu'on veut, c'est réduire ces utilisations-là. Donc, l'intention de Santé Canada d'augmenter la tolérance, moi, je ne vois rien d'autre là-dedans qu'une intention de laisser encore rentrer n'importe quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Hein? Je donne l'exemple des producteurs de poulet du Canada qui ont développé un test d'ADN pour détecter la poule de réforme. Vous savez qu'il y a des camions entiers qui rentrent parce que la poule de réforme n'est pas contingentée. Ça rentre à la frontière, c'est étiqueté poule de réforme. Une fois que c'est rendu sur le territoire canadien, bien, si c'est réemballé, découpé, ils ont le droit d'écrire poulet dessus. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois sur deux, ça en est du poulet. Donc, c'était de la fraude. On a déjà eu des cas comme ça. On a déjà fait fermer des entrepôts dans le nord des États-Unis à ce sujet-là. Fait qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Et là, l'industrie a développé un test d'ADN qui est très rapide, qui est peu coûteux. Puis demande, déjà depuis plusieurs mois, à l'Agence d'inspection des aliments de l'instaurer dans les lieux d'inspection. Et c'est pas fait. Ça tarde, ça tarde. Il faut que ce soit mis en application. Poule de réforme, dans le fond, c'est de la poule pondeuse qui ne pond plus ou qui pond moins, là, puis qu'on va consommer. Donc, c'est un peu comme une vache de réforme. C'est une vache laitière qui ne produit plus de lait, qu'on envoie à l'abattage. Fait que la poule, dans le fond, ne fait pas partie des contingentements de la gestion de l'offre. Fait que c'est une façon un peu détournée là, que les États-Unis ont de rentrer ici de production de poulet. Absolument, absolument. C'est sûr que la viande n'a pas la même qualité, là. OK? Puis, tu sais, quand on dit qu'il y a de la fraude, là, ça peut avoir l'air d'être des grosses accusations, là, mais il y a des années, les producteurs de poulet du Canada m'ont montré des statistiques. Il y a des années où ils rendent plus de poules de réforme au Canada que ce qui se produit de poules de réforme aux États-Unis. Vous savez, dans la dernière législature, j'ai joué un rôle quand même important dans le monde agricole. On a fait avancer beaucoup la protection de la gestion de l'offre. C'est dans mes priorités. Vous savez qu'on va recommencer, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, ça passe par là en partie. Ça passe par une augmentation de la transformation régionale, bien sûr. Je vous ai parlé aussi du partenariat environnemental qu'il faut établir avec les producteurs. Tu sais, un producteur bio qui doit payer plus cher qu'un autre, il y a un non-sens. On devrait payer le producteur pour qu'il soit bio. C'est aussi simple que ça. Une bande riveraine qu'on arrête de cultiver. Actuellement, on leur demande « Arrêtez de cultiver votre bande riveraine ». C'est correct. Il faut arrêter de cultiver les bandes riveraines. Mais c'est un choix collectif. Ça doit être assumé collectivement. Ça vaut quelque chose. Donc, le partenariat environnemental dont je parle, ou le agrivert dont l'UPA parle, peu importe comment ça s'appellera en bout de piste, mais il faut qu'on dégage des sommes pour soutenir notre agriculture adéquatement dans les pratiques qu'on veut qu'ils utilisent. Et ces sommes-là, je le vois un peu comme un agri-investissement. L'agri-investissement est un programme dans lequel les producteurs peuvent épargner, puis le gouvernement met une contrepartie. Ça pourrait être un peu le même genre de truc. Et l'objectif de ça, c'est que, en bout de piste, ce soit les producteurs qui disposent de ces sommes-là. Pas un programme où il faut remplir ça des papiers de formulaire puis engager 3 actuaires à temps plein pour réussir à avoir la moitié du montant à la fin de l'année. Une autonomie, une décentralisation des décisions financières parce que nos producteurs, nos gens, là, c'est des entrepreneurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est innover. Ils ne veulent que ça. Mais avec le taux d'endettement actuel, c'est difficile. Ça leur prend des liquidités. OK? Ensuite de ça, j'ai-tu parlé pas mal de tout? Je pense que oui. Le partenariat environnemental, j'en ai parlé. La réciprocité des normes, c'est important. Donc, c'est les 3 axes que je veux vraiment pousser dans la prochaine législature, advenant un renouvellement de confiance des gens de Berthier-Masquinongé, bien sûr. Et, bien, Berthier-Masquinongé, parlons-en, tiens. On est dans Berthier-Masquinongé. On ira prendre des images tantôt là, sur le bord des vignes.
C'est magnifique. Le territoire a des richesses inestimables qu'il faut mettre en valeur. Il faut aider nos gens. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai supporté les marchés locaux au cours de la dernière année et je compte continuer à le faire dans un prochain mandat. Il faut soutenir notre monde et mettre en valeur notre territoire puis notre patrimoine local. Mangeons local, les amis, et célébrons. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lebon en compagnie de Geneviève Sénécal du Parti populaire du Canada. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous-même? Oui, merci. Donc, on est ici pour parler des élections, en fait, pour votre candidature dans la Berthier-Masquinongé, dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Effectivement. Donc, on va poser quelques petites questions pour apprendre à vous connaître. On va débuter par ça. OK. Première question, qui était Geneviève Sénécal enfant? Je vous dirais que j'étais une enfant assez studieuse. Okay. J'aimais beaucoup la lecture, le théâtre, que j'aime encore aujourd'hui. Donc voilà, assez sociable aussi. OK, parfait. Puis qui est Geneviève Sénécal aujourd'hui? Moi, je vis à Berthierville, en fait, depuis 18 ans maintenant. Okay. Je suis une citoyenne qui est quand même assez impliquée là, dans ma communauté. J'ai notamment contribué à l'installation d'un parc de jeux d'eau ici à Berthierville pour les enfants, dans le fond, grâce à mon implication dans un comité de citoyens. OK, parfait. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? J'ai un petit côté artiste assez, donc oui, c'est sûr que ça serait dans les arts, assurément, oui. Parfait. Quelle est la chanson que vous pourriez écouter en repeat tout le temps? L'Erita Mitsuko, Marcia Bailard. OK, parfait. S'il fallait que manger une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Oh! c'est des framboises, mais c'est pas très nourrissant. C'est ce que je préfère. Mais... Bon, parfait. Bien, ça reste un fruit. Oui, effectivement. Un film ou série que vous ne vous tannez pas d'écouter? Bien, j'écoute pas beaucoup. J'ai pas la télévision. Okay. En fait, ça fait que je vais plus lire ou je sais pas. Ça fait super longtemps que j'ai pas écouté de série en fait. Parfait. Rien qui me vient. Bon, on peut changer. D'abord, un livre que vous pourriez lire encore et encore sans vous tanner. Je lis vraiment de tout. J'ai une grande bibliothèque chez moi. En ce moment, je lis un Stephen King, mais je lis pas que ça. C'est très varié, vraiment, oui. Parfait. Quel est le premier concert auquel vous avez assisté? J'ai assisté à beaucoup de concerts, en fait, parce que ma mère travaillait dans le milieu de la musique, fait que je la suivais vraiment un peu partout. Pour moi, ça, c'était vraiment génial. Le premier concert, je vous dirais que quand j'étais jeune, comme plusieurs ados de mon âge, j'aimais beaucoup les bébés. Et ma mère m'a amené voir beaucoup de concerts. Ouais. Super. Aimez-vous voyager? Je suis plus sédentaire. OK. Pas beaucoup. Parfait. Honnêtement. Bon. Parfait. Correct. Avez-vous une personne qui vous a inspiré ou qui vous inspire présentement? En ce moment, je me sens vraiment inspirée par les citoyens que je rencontre depuis le début de la campagne. Je trouve que le contact est vraiment le fun, puis j'adore ça, parler avec eux, prendre le temps de... Oui, ils m'inspirent beaucoup. Super. Quel événement a changé votre vie pour toujours? La naissance de ma fille, je dirais. Très bonne réponse. S'il vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? Mon Dieu, ça, c'est une question. Je passerais du temps avec les gens que j'aime. Je jardinerais. Je mangerais des framboises. Excellent. Profiter des derniers moments. Voilà. Super. Et la question comme bonus, qui est un peu une question qui tue. Okay. Si votre vie était un livre ou un scénario de film, quel serait le titre? Mon Dieu. Vous pouvez prendre notre temps. C'est dur à dire comme ça. Je suis quelqu'un qui est très tenace dans la vie. Probablement que ça a l'air un lien avec ça. Écoutez, j'ai rien qui me vient, mais je vais vous revenir s'il y a quelque chose vas-y pour les aider. Je pense notamment à un système de récompense sur les achats régionaux qui pourrait être bien. Sinon, pour les agriculteurs, il y a le programme du Parti populaire du Canada qui veut, dans le fond, supprimer le système de gestion de l'offre
Ça empêche, dans le fond, les agriculteurs d'exporter leurs produits et ça interdit aussi la concurrence sur le marché. Okay. Donc, de supprimer ce programme-là, mais sur plusieurs années, là, pour que, évidemment, les agriculteurs puissent comme s'adapter, puis aussi, dans le fond, les compenser pour leur quota. J'ai vraiment comme plusieurs idées. Je suis une fille de projet. J'ai vraiment beaucoup d'idées pour la circonscription, là, vraiment. Parfait. Parfait. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose qu'on n'aurait peut-être pas parlé? Je dirais que, en tant que citoyenne aussi qui a fait du bénévolat dans un organisme de lutte à la pauvreté, je pense que c'est important aussi de travailler à combler le fossé, dans le fond, qu'il y a entre l'école et les parents en cas de défavorisation socio-économique. Que pourrais-je ajouter? Sans doute plein d'autres choses. C'est sûr que ça, c'est commun. Je pense que tout le monde, après, sont comme « Oh mon Dieu, j'aurais pu dire ça! » Non, c'est sûr que je pourrais dire aussi au niveau, dans le fond, de la crise des mesures sanitaires, je suis d'avis, en fait, que les dommages collatéraux de la crise à ce stade-ci sont beaucoup plus importants, dans le fond, que les bénéfices des mesures. Donc, oui, c'est certain qu'il faut continuer à protéger les immunosupprimés, ça, c'est certain. Sauf que je pense qu'il est temps aussi qu'on apprenne à vivre avec le virus parce que si on regarde les impacts, dans le fond, là, que ça a eu, que ce soit sur les individus ou sur les entreprises, si on regarde les impacts sur le système de santé, également la dette exorbitante du pays, c'est vraiment tous des points là, que c'est important de regarder. Qu'est-ce qu'on veut comme futur pour nous, pour nos enfants? Là aussi, c'est important maintenant de penser à tout ça, tout le monde ensemble aussi. Là. Parfait, merci. Mais merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ici Chloé Lamont en compagnie de Danny Légaré qui représente le candidat du Parti Marie-Joanna dans la circonscription de Berthier-Masquinongé qui s'appelle Steven Lamirande. Lamirande, oui, effectivement. Je sais bien prononcer son nom. Oui. Donc, premièrement, pouvez-vous parler un peu de ce candidat-là dans quelques mots, là, un petit résumé? Oui, M. Lamirande, en fait, c'est un nouveau candidat. Ça fait la première fois qu'il se lance en politique. C'est un homme qui travaille dans l'agriculture depuis quand même plusieurs années. C'est quelqu'un qui, les problèmes environnementaux lui touchent à cœur. Donc, il se lance avec le Parti Marie-Joanna cette année en politique pour la première fois. Et puis, il va militer toutes les lignes directrices du parti politique. Et puis, il souhaite aussi s'impliquer activement dans tous les programmes sociaux qui sont dans Berthier-Masquinongé afin de pouvoir que les gens puissent le connaître un petit peu plus et participer davantage sur le programme du parti politique, dans le fond. Donc, c'est ça. Il souhaite faire développer davantage le marché local ici, dans Berthier-Masquinongé, et encouragé par les agriculteurs de la région. Il trouve que c'est une problématique qui persiste depuis déjà plusieurs années et il souhaite faire vraiment développer cette partie-là dans Berthier-Masquinongé. Super. Là, on va passer aux propositions politiques du parti, donc vous les connaissez bien. Vous pouvez un peu m'en parler? Oui. En fait, le Parti Marie-Joanna, ça fait déjà 21 ans qu'il existe cette année. On a milité pendant de longues années pour la légalisation. Maintenant que la légalisation est arrivée, il reste encore plusieurs problématiques évidentes qui doivent être réglées. Si on parle au niveau fédéral, ici au Canada, le gouvernement libéral, quand il a légalisé, il avait promis de supprimer 500 000 dossiers judiciaires qui étaient reliés à des possessions simples. Il y a seulement 2 % de ce mandat-là qui a été fait depuis. Nous, on demande que la totalité de tous ces casiers judiciaires-là soit complètement supprimée parce que les gens qui possèdent ces casiers judiciaires-là, ça les bloque au niveau de la recherche d'emploi. Souvent, ça les bloque au niveau de la recherche de logement. Ça les bloque aussi souvent qu'ils ne peuvent pas traverser les douanes. Donc, c'est des gens qui veulent participer activement à l'économie, puis que c'est le simple fait, que leur casier judiciaire lié à une possession simple n'a pas été effacé. Donc, on demande activement à ce que ce mandat-là soit complètement terminé.
Il y a aussi le fait que le cannabis médical, le cannabis qui est prescrit par les médecins, présentement, le cannabis est encore le seul médicament au Canada qui est taxé par le gouvernement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. On demande à ce que les taxes soient complètement supprimées sur le cannabis médical. On demande aussi, il y a la journée annuelle pour le cannabis, en fait, qui est le 20 avril, qui est faite depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les gens, anciennement, se rassemblaient pour militer pour une légalisation. Aujourd'hui, ils se rassemblent pour fêter cette légalisation-là et les militants continuent de se rassembler pour justement militer, pour dénoncer les problématiques qui sont existantes, principalement sur le territoire québécois. Si on se penche sur les problématiques du territoire québécois, en 2019, le gouvernement québécois a décidé d'encadrer la loi du cannabis de façon à ce que ça porte judiciarisation pour les citoyens. Ils ont interdit complètement la consommation de cannabis sur les lieux extérieurs. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire, que vous êtes locataire, mais que votre propriétaire refuse que vous fumez dans votre appartement, pourtant un produit légalement acheté sur les tablettes, bien, vous pouvez être expulsé de votre appartement. Si vous sortez sur un lieu extérieur et vous fumez, exemple, sur le trottoir ou dans un stationnement, puis que c'est considéré comme un lieu public, vous êtes passible de 645 $ d'amende. Donc, on trouve vraiment ça qui n'est pas logique. Chaque municipalité a le pouvoir de déterminer des zones ou des endroits où ce que les gens vont pouvoir consommer un produit qui est légalement vendu ou ce que eux ne peuvent pas le consommer, donc dans leur appartement. Donc, on demande aux municipalités de déterminer ces zones-là. On est prête, on a des plans, des suggestions qu'on est prête à apporter aux municipalités. Il reste juste aux municipalités à écouter. Le gouvernement québécois, il a choisi aussi de mettre l'âge de consommation et de possession à 21 ans. Le gouvernement a mis en place la légalisation pour lutter contre le marché noir. Puis le fait de mettre l'âge à 21 ans, ça va contrairement à l'encontre, de ce que le gouvernement libéral voulait souhaiter, soit de combattre le marché noir, parce que tous les jeunes, leur seule solution, c'est de se retourner vers le marché noir. Ils refusent un produit qui a été déclaré essentiel, parce que le gouvernement québécois a déclaré les SQDC comme un commerce essentiel pendant la pandémie. Donc, ces jeunes-là, la seule solution pendant une crise pandémique qu'on a eue, où ce que les prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiété ont monté en flèche, ces jeunes-là n'ont pas pu avoir accès à un produit dit plus naturel que les produits de pharmaceutiques. Mais par contre, le gouvernement continue à inciter ces jeunes-là à aller voter. Donc, ça va un peu dans l'absurde parce que ces jeunes-là, ces jeunes adultes, à partir de 18 ans, ils se font vraiment aller voter. Donc, si on considère qu'à partir de 18 ans, ils sont capables de voter pour le prochain premier ministre, je crois qu'à partir de 18 ans, ils devraient être assez vieux aussi pour décider s'ils peuvent profiter d'un produit légalement ou... Le Parti Marijuana apporte cette année 8 candidats. Nous avons Abitibi-Nunavut, qui est représenté par Jimmy Lévesque. Nous avons Saint-Maurice-Champlain, qui est représenté par Hugo Beaumont-Tremblay. Nous avons Berthier-Masquinongé, qui est représenté par Steven Lamirande. Nous avons la circonscription de Joliette, qui est représentée par Yannick Théoret. Nous avons aussi la circonscription de Ville-Marie-Champlain, qui est représentée par Hans Vargas. Nous avons la circonscription de Shefford, qui est représentée par Yannick Brisebois, Et nous avons la circonscription de Beauce, qui est représentée par M. Sébastien Tanguay. Donc, cette année, nous débutons notre campagne de financement politique, notre campagne qui a pour titre « Exhibition »,
pour essayer de diminuer l'ostracisme et le stigmatisme que les utilisateurs ou tout simplement la plante de chanvre ou la plante de cannabis vit depuis des décennies, depuis que la prohibition a été mise en place. Donc, je vous ai apporté un objet, je vais vous le montrer en primeur. Je vous montre ça ici. Voici notre nouvel objet de propagande politique qui va être distribué à chaque candidat qu'on a, qui va pouvoir se promener fièrement et montrer cet objet qui a vécu en tant qu'objet de l'ostracisme depuis des années. C'est une œuvre d'art qui a été créée par des artisans, ça a été soufflé à la main. Mais pourtant, cet objet-là est considéré tellement mal par le ministère de la Santé du Québec qui harcèle les commerçants. Ils n'ont même pas le droit de démontrer un objet comme ça. Quand que vous allez dans des boutiques, ils sont obligés de les cacher en arrière des rideaux ou de les cacher en arrière des portes, comme si c'était tellement mal de simplement montrer un objet comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous le montre en primeur. Et puis, nous allons le démontrer publiquement sur tous les réseaux sociaux à compter d'aujourd'hui. Donc, je suis fier de vous le présenter. Et puis, tout ça pour dire que le Parti Marijuana arrive avec plusieurs propositions, un nouveau plan, un plan qui est plus vert. On propose d'utiliser toutes les terres du gouvernement fédéral qui ne sont pas utilisées, mais qui sont utilisables. Nous proposons de faire une culture de chanvre à grande échelle et nous proposons aussi d'utiliser les bâtiments gouvernementaux, qui sont non utilisés, que plusieurs sont présentement laissés à l'abandon pour la culture du cannabis médical. Ces propositions qui sont tout simples vont rapporter un impact direct sur l'environnement. Si on parle juste de l'environnement, chaque hectare de chanvre emprisonne 20 tonnes de carbone dans l'atmosphère. C'est une des plantes les plus écologiques qu'on devrait logiquement planter. On peut faire 2 récoltes de chanvre par année. Donc, on y va sur l'économie, mais évidemment, quand on parle de culture de chanvre, ça va rapporter automatiquement un regain au niveau économique. Ça va rapporter de la création d'emplois. On a mis en place un vaste programme, que ce soit pour les familles, pour la création de garderies subventionnées, pour la construction, domaine de la construction et bâtiments verts, bâtiments écologiques, parce que si on parle de chanvre, le chanvre peut être appliqué à plusieurs niveaux dans la construction, que ce soit l'isolation des murs, l'isolation du toit, le revêtement extérieur, le revêtement muraux. C'est un matériau qui, contrairement à tous les autres matériaux, qui respire, donc qui évacue très bien l'humidité à l'intérieur des maisons. Et puis, c'est un matériau qui ne nécessite pas d'insérer des préservatifs et des pesticides à l'intérieur. Donc, c'est un matériau qui mérite à être connu. Donc, c'est une nouvelle proposition qu'on apporte aux électeurs. Et puis, il manque simplement, dans le fond, aux électeurs à découvrir notre programme et puis à croire un peu plus en la plante de chanvre et en la plante de cannabis sous toutes ses formes. Parce qu'on parle de niveau médical, on parle de niveau alimentaire, on parle de niveau production même d'essence. Le chanvre peut produire de l'essence, peut produire du plastique, peut produire du textile, les utilisations du chanvre sont illimitées. Et puis, si on parle du cannabis, les bienfaits du cannabidiol ne sont plus présentement à contester. C'est un produit qui est de plus en plus utilisé. Si on parle vraiment du CBD, pour les gens qui ne connaissent pas le cannabidiol, le THC étant la molécule euphorique, la molécule, si on veut, que les gens vont consommer la plante de cannabis pour avoir du plaisir, mais il n'y a pas seulement la molécule de THC, on parle de 480
molécules qu'il y a dans la plante de cannabis et dans la plante de chanvre, dont 80 qui sont uniques à la plante de cannabis. Donc, il reste juste à découvrir tout ça et à mettre ça en place. La légalisation apporte ça, heureusement. C'est un nouveau marché qui reste à développer. Puis, on a plein de belles solutions à proposer aux électeurs qui ne restent simplement qu'à nous faire confiance dans nos programmes. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous! Quand je me lève le matin, je voudrais être nulle part ailleurs. Berthier-Masquinongé, c'est chez moi. On a de quoi être fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais ça pourrait aller vraiment mieux. Ensemble, on avait fait des gains pour notre région, mais depuis 2 ans, on recule. C'est pour ça que j'ai le goût de retourner me battre pour nous. On a besoin d'une voix forte à Ottawa. On mérite mieux. Le 20 septembre, osons ensemble.